C'est un homme qu'on peut considérer comme étant un homme de l'ombre, mais qui a eu une influence assez importante dans la vie de celui que beaucoup considèrent comme le patriarche de leur histoire. Je parle d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Pendant des décennies, il a cheminé, il a eu la confiance de cet homme qu'il a accompagné médicalement et politiquement. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue en direct du plateau Kayakez. Et ce soir, pour le compte de l'émission Contre nous soit dit. Aujourd'hui, on reçoit également sur ce plateau, comme d'habitude, un homme pour parler de la question politique en RDC. Vous le savez, la situation reste tendue avec la volonté du président Tshisekedi d'échanger la Constitution et les opposants de la coalition C64 qui sont revenus après un break au niveau de Bujumbura. On parlera de tout ça. On remontera un peu l'histoire avec l'UDPS, la mort d'Etienne Tshisekedi, la création de beaucoup de choses. Ce soir, nous avons donc le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau les professeurs Tarsis Loseki. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Perrault. C'est un grand plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Je vous souhaite donc la bienvenue. Merci de nous avoir honorés en passant chez nous. Merci, c'est un plaisir partagé. Parce que ça fait longtemps, depuis Nairobi, qu'on ne s'est pas vu, ça fait un bail. Donc, c'est pour moi l'occasion de parler de beaucoup de choses. Comme vous voudrez. Allez, merci. Il n'y a pas de sujet tabou. Merci beaucoup, professeur. Loseki, quand on cite ces noms-là, les gens savent que c'est un scientifique de haute facture, un des puissants médecins neurologiques que nous avons ici chez nous. En termes de psychiatrie, vous avez été directeur des CNPP, etc. Mais aujourd'hui, j'ai regardé les images des CNPP que vous avez dirigés, j'ai eu des larmes aux yeux. Vous avez les nouvelles de vos anciens patients là-bas? Vous avez raison. Pas seulement des patients, il y a les étudiants, il y a les personnels et tout le monde, mais c'est vraiment désolant. Désolant puisque tout a l'air abandonné. Les pouvoirs publics ne s'occupent plus des hôpitaux et particulièrement cet hôpital vital qui est le seul en Afrique centrale, le CNPP de l'Université de Kinshasa, avec des sommités. Vous avez parlé de moi, je ne veux pas parler de moi pour ne pas donner l'image de quelqu'un qui fait sa propre publicité, mais je vous informe qu'effectivement, je suis le premier neurologue congolais. Je suis la première personne, le premier médecin à devenir spécialiste en sciences neurologiques dans ce pays-là. Donc, j'avais plusieurs sollicitations, j'étais partagé entre l'Europe, l'Amérique et le Congo, mais j'avais dit que ma finalité, c'est la RDC, c'est-à-dire je dois aller tenir la craie dans une des universités congolaises pour transmettre mes connaissances. C'est ce que j'ai fait depuis 1982. Donc, vous êtes professeur d'université à l'université de Kinshasa et j'ai dit que... Allez, juste une minute, je voudrais juste balayer quelque chose qui n'a... Au pays aujourd'hui, avec la multiplication des églises de réveil, on confond un peu la folie, la sorcellerie. Toute personne qui dérègle un peu sur le plan mental, on dit que c'est de la sorcellerie. Vous pensez que les maladies neurologiques, ce qu'on appelle chez nous Batoma Boma, ça n'a rien à voir avec des spiritualités, c'est vraiment une maladie scientifiquement prouvée. Ça n'a rien à voir avec ce que les églises nous rapportent aujourd'hui. Non, il y a une implication de tout ça. Vous savez que la loi dit ceci: pour devenir apôtre ou diriger une église qui est une association sans but lucratif, il faut un certificat médical de bonne santé mentale. Malheureusement, ce certificat-là se distribue n'importe où. On ne contrôle pas et je demande au ministre de la Justice qui me regarde là de contrôler tous les dossiers de toutes ces églises-là. Il nous dit, nous fait des statistiques, des pasteurs ou des apôtres. Vous pensez que certains pasteurs ont quelques maladies mentales? La plupart. Une majorité importante. Ils sont malades. Ils sont malades sur le plan mental. Non, vous verrez, Mobutu l'a dit un jour, quelqu'un qui était avec lui, et le lendemain, il porte la soutane, il rase sa tête, il tient une canne, il devient pasteur. Et lui-même s'étonnait. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose de longue date. Et il y a un désordre tel que il faut mettre de l'ordre et sévir. Pourquoi? Puisque nous sommes un pays où on a plus de 10 000 églises, rien que dans la ville de Kinshasa et peut-être dans le Bas-Congo. Donc, c'est un frais. On prie pour qui? On prie quoi? Donc, ces églises-là, vous trouvez à la tête des personnes qui ont des problèmes réellement de santé mentale, puisqu'il n'y a plus de rigueur dans
délivrance de certificats de bonne santé mentale. Professeur Loseke, vous l'avez dit, hein, vous êtes un neurologue des grandes factures, un premier dans ces domaines-là en RDC. Et c'est d'ailleurs votre spécialité qui vous amène d'une certaine manière à mettre le pied dans l'étrier en politique et à rencontrer un grand homme, Etienne Tshisekedi. Loseke, vous rencontrez Tshisekedi en janvier 88 dans des circonstances assez hasardeuses. Il semble que Mobutu vous demande de produire un diplôme mental de M. Tshisekedi. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu cette histoire. Non, c'est une histoire qui est arrivée de manière tout à fait fortuite pour moi. Et je considère ça comme une rencontre providentielle. Pourquoi? Parce que je ne me suis jamais attendu qu'un jour je rencontrerais M. Etienne Tshisekedi. Mais un beau matin, parce que le 17 janvier 88, c'était un dimanche. Le jour qu'il a organisé son meeting de vérité, ce qu'il a appelé le meeting vérité, pour expliquer pourquoi il n'a pas signé les accords de Badolite de 1985. Parce qu'à ce moment-là, Tshisekedi est resté seul. Je rappelle pour l'histoire. Tous les fondateurs et cofondateurs, donc les 13 parlementaires, tout ce monde-là est allé chez Mobutu parce qu'ils étaient fatigués d'être relégués, de faire la prison, de subir des tortures. Bref, ils étaient tous fatigués et ceux qui sont venus de la relégation, ceux qui étaient à Kinshasa, ont accepté d'aller à Badolite et signer les fameux accords de Badolite de 1985. Tshisekedi est resté seul. Tshisekedi, qui n'a pas voulu signer, il a préféré, soi-disant, venir en Europe, se reposer et expliquer pourquoi il n'a pas signé les accords de Badolite. Mais quand il est rentré en décembre 87, il a tenu absolument à ce qu'il organise un meeting au pont Kasavubu le 17 janvier 1988. C'est ce qu'il a fait malgré le fait qu'on a voulu l'empêcher. Pour la petite histoire, et c'est lui qui me raconte, je n'invente rien. C'est lui-même Tshisekedi qui vous raconte. Qui me raconte, parce que j'ai eu un temps où il m'a raconté beaucoup de choses, de janvier 88 à avril 90. Donc, on s'est fréquenté pendant presque 2 ans, sans interruption, où il m'informait de beaucoup de choses. Eh bien, le meeting était interdit. Il fallait absolument qu'il aille faire son discours. C'est à ce moment-là qu'il a sémé les services de sécurité qui étaient autour de sa parcelle, au boulevard 30 juin, où tout le monde connaît l'endroit. Actuellement, ce n'est pas loin des sauts de mouton qu'on appelle sauts de mouton Mandela. Et de là, il a sémé les services de sécurité. Comment? Eh bien, sa voiture personnelle a fait ce que je peux appeler une espèce de camouflage avec des personnes dedans qui ont pris la direction de Kitambo pendant que lui-même a sauté derrière la clôture pour aller se présenter au meeting du pont Kasavubu. C'est à ce moment-là qu'il a porté les mounières et lui-même me dit que les mounières que j'ai continué à porter, c'est une casquette de combat. C'est pour montrer que c'est de cette manière que je me suis déguisé pour aller tenir le meeting du pont Kasavubu. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais 3 jours après, le procureur général de la République, M. Mongoulou, fait une réquisition pour expertise médicale, expertise neuropsychiatrique. Mais parce qu'il pense que quoi? Il pense à ce moment-là que Tshisekedi est fou. Je vais vous dire ce qui s'est passé, parce que Tshisekedi m'a tout raconté. D'accord. Lui, il connaissait bien ce qu'on faisait et à quoi il s'attendait. En fait, lorsqu'on l'a appelé à la Cour de sûreté de l'État pour être attendu, il a refusé de répondre à une quelconque question. Mais il s'est mis à injurier copieusement et les magistrats, et Singaoudjou et Mobutu. Singaoudjou était à l'époque ce qu'on appelle le président du conseil judiciaire. Donc, quand ils ont remarqué ça, ils se sont concertés, je ne sais pas à quel niveau, sûrement avec le président Mobutu pour dire qu'il est devenu fou. Mais maintenant, pour qu'on sache
qu'il est réellement fou, il faut qu'on soit couvert. Il faut qu'on soit couvert par les médecins spécialistes dans la matière. C'est ainsi qu'on a décidé de l'envoyer au CNPP pour subir cette expertise médicale. Et c'est là que vous le rencontrez, vous? Oui. Pourquoi? Parce que moi, j'avais l'habitude de venir, de quitter chez moi à 6h45, 7h, pour arriver au CNPP au plus tard à 7h30. Parce que j'ai donné cours généralement à 8h30. Et j'étais le premier arrivé au CNPP quand j'ai vu le médecin directeur du CNPP, à l'époque, c'était le professeur Pagna Penemembele. Il vient avec les documents du recteur en disant « On va nous envoyer quelqu'un pour un examen neurologique et neuropsychiatrique. » J'ai demandé de qui il s'agissait. Il m'a dit « Non, il ne faut pas aller donner cours. La personne va arriver. » C'est à ce moment-là que j'ai vu M. Tshisekedi. Il débarque avec les militaires, etc. Avec les gardes civils. 4 jeeps, ce qu'on appelait les paniers à salade de l'époque, bourrés de gardes civils. Avec les chefs. On vous dit, bon, on vous amène ces patients, il faut les consulter. Oui, ils sont allés à la direction, le médecin directeur est venu avec eux vers mon bureau. J'ai accueilli M. Tshisekedi, à qui j'ai demandé de se mettre à l'aise, et j'ai fait tous les examens qu'il fallait faire. Était-il fou à ce moment-là? Quels sont les résultats auxquels vous êtes arrivé? Parce que les gens ont dit que lui, l'insulte était quand même facile. Hein? On le voit aussi avec son fils Félix qui insulte tout le monde. Non. Était-il fou? Quels sont les résultats auxquels vous êtes arrivé? Les conclusions? C'était la colère. La colère. Pourquoi? Parce qu'on voulait les tuer à ce moment-là, au pont Kasavubu. On a frappé avec un objet que je ne sais pas si c'était un objet métallique, mais en tout cas, c'était un objet contondant. On lui a asséné un coup sur la tête qui a provoqué une plaie ouverte d'environ 10 cm. C'est beaucoup. Et il avait une plaie énorme qui était béante. En fait, on voulait les tuer. Dans la confusion qu'il y a eu après le meeting ou pendant le meeting, on voulait les tuer. Donc, il était très en colère. Donc, très, très, très en colère. Donc, la conclusion médicale, c'était quoi? Il n'était pas malade, il n'était pas fou, il était seulement en colère contre Mobutu et Singa et tous ceux qui voulaient les tuer à ce moment-là. Mais vous dites que cette rencontre assez fortuite, assez hasardeuse, fera que vous vous rapprochez de Tshisekedi. Pourquoi? À cause de l'impartialité de votre rapport. Comment fait qu'aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui était au départ un patient qu'on vous amène, devienne un camarade que vous rencontrez plusieurs fois? Ça se passe comment? Bon, les détails, c'est que je suis resté avec M. Tshisekedi de 9h à 17h. On a eu le temps de parler. Pour la petite histoire, avant de faire l'examen d'électroencéphalogramme, je lui ai demandé s'il avait mangé le matin, parce que c'est un examen que l'on ne peut pas faire en jeûne. Il m'a dit non, ça fait 3 jours qu'il ne mange pas. J'ai dit, mais M. Tshisekedi, quelle est la raison qui fait que vous ne puissiez pas manger? Il n'y a pas à manger. Il dit non, c'est parce que ma belle-sœur, une religieuse, la petite sœur de maman Marthe, qui lui amenait à manger à Makala, on l'empêchait de le voir physiquement. Donc, eux préféraient prendre à manger et aller lui remettre, il lui refusait catégoriquement. Donc, il est resté 3 jours sans manger. Or, je ne pouvais pas faire l'examen d'électroencéphalogramme s'il n'avait pas mangé. Donc, j'ai décidé, je lui ai demandé, avec son autorisation, si on pouvait prendre un petit déjeuner ensemble. Donc, le petit déjeuner là s'est transformé. Il a accepté. Bien sûr, il a accepté, c'est ça. Parce que je l'ai mis en confiance. Le médecin doit mettre son patient en confiance pour qu'il y soit à l'aise, surtout dans ces conditions-là. Et c'est comme ça que nous avons pris un petit déjeuner qui a pris pratiquement 1 heure. Évidemment, on est allé acheter à manger au restaurant de les tendances de l'université. On nous a amenés, on a mangé copieusement. Et je lui ai demandé, maintenant, vous pouvez accepter de subir l'examen? Elle a dit oui. Bon, il a fait tous les examens. Donc, le temps de faire tous ces examens-là, parce qu'il y en avait 3, plus le laboratoire, pour avoir les résultats. Donc, ça a pris beaucoup de temps.
Donc, ce qui fait que je suis resté avec lui toute la journée. Vous allez me poser la question, mais toute la journée, si vous parliez Vous avec disiez, c'est la question. Eh bien, c'était devenu une espèce de convivialité où il m'a raconté beaucoup de choses. Et c'est seulement à cause de ça qu'après vous avez décidé de vous revoir après. Ça se passe comment? Les amitiés s'est liées comment? C'est lui qui a décidé, c'est lui. À 17 h, avant de quitter le Saint-Pépé, quand je le raccompagnais à sa Jeep, puisque aussi pour la petite histoire, je ne voulais pas qu'il rentre à Makala. Je voulais l'envoyer dans un hôpital, particulièrement en Ngaliema, pour qu'on fasse la suture, les soins de plein. Puisqu'en prison, ça risquait de se surinfecter et causer des problèmes. Il m'a dit, non, docteur, je préfère rester à Makala, quelle que soit la situation, parce qu'ils m'ont envoyé comme ça à Makala, j'y reste. Pourquoi? Parce que Mobutu a plus peur de moi en prison que dehors. Et sur ce, il me dira, mais vous, docteur, vous verrez que je vais sortir dans quelques jours. J'aurai besoin, je devrais vous voir à ce moment-là, chez moi, et nous allons continuer à parler de la politique de notre pays. Voilà, comme ça, pendant 2 ans pratiquement, de janvier 88 au 24 avril 2000, 24 avril 1990. Quand Mobutu fait son discours, vous comprenez mon émotion. Nous sommes restés ensemble de manière fusionnelle. Chaque semaine, tous les mercredis, je passais le voir. Et on passait notre soirée ensemble. Donc, imaginez-vous, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut se raconter? On va parler, on va tenter de parler un peu. Pour les révélations, je vous en ferai. On fera un peu quelques 2-3 révélations sur cette question-là. Allez, vous commencez à raconter M. Tshisekedi, et après, ça vous donne un peu envie, votre Kassato Tshisekedi, de devenir politicien d'une certaine manière. Mais vous commencez notamment avec la société civile, vous créez ce qu'on a appelé à l'époque à ZADO. La ZADO, c'est une dissidence de la Lizado. De la Lizado. Bon, je ne cite pas la personne qui est au pouvoir actuellement, qu'on a utilisé pour créer la ZADO. Et donc, la ZADO, c'est la dissidence. Donc, vous créez à cette époque-là donc la Lizado, mais après, vous décidez quand même de mettre le pied aussi en politique. J'ai vu que vous avez, comme on dit, ici en Belgique, vous avez beaucoup bourlingué, hein, professeur. Vous avez été à l'UDI, vous avez été chez Martin Fayulu à l'ECD, vous avez été à l'UDPS, etc. On essaiera de parler de ça. Mais vous n'avez jamais été à l'UDPS pendant tout ce temps. Pourquoi ne pas adhérer à l'UDPS alors que Tshisekedi était devenu votre ami? Non, vous allez vite en besogne. Je crois qu'il faut y aller systématiquement. Lorsque Mobutu fait son discours le 24 avril 1990, 1990 si vous voulez, eh bien, Tshisekedi s'est auto-libéré. Moi qui le côtoyais, je n'avais pas peur d'aller le voir pendant la période de la résidence surveillée. Je suis allé le voir ce jour-là parce qu'il s'est auto-libéré. Et la première chose qu'il me dira, docteur, merci d'être venu, aujourd'hui c'est un grand jour. Et il demande qu'on cherche une chaise pour m'installer à côté de lui. Ce jour-là, où il y avait la liesse populaire chez lui, à Pétunia, c'est tout le monde, et tous ceux même qui évitaient de le voir sont arrivés. Et il me dit, docteur, merci beaucoup. Vous m'avez sauvé et vous avez sauvé l'UDPS. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble et on restera ensemble. C'est à ce moment-là que nous sommes devenus dans une relation fusionnelle où on était très liés comme ça. La preuve, c'est qu'on a cheminé ensemble. Moi qui étais à la société civile que nous venions de créer aussi, on va en parler si vous voulez, j'ai été avec nos amis, les Fayulu, les Lengema, tout ça, les Lutundula, nous étions dans une autre structure de réflexion politique et nous sommes allés à la conférence nationale souveraine. Et j'y suis allé en tant que société civile. Et il s'est fait que lorsqu'il y a eu fermeture, c'est le même Tshisekedi qui nous a dit, docteur, organisez-vous avec Pierre Lumbi et les autres de la société civile. Si vous mettez 1 million de gens dans la rue à Kinshasa, eh bien, Mobutu va céder,
il va réouvrir la conférence nationale. Parce qu'à 13 ans, on a ouvert la conférence nationale. Ngouza Libonde avait fermé. Nous nous sommes dispersés. Dispersés, c'est-à-dire qu'on n'a pas disparu. On organisait nos réunions un peu partout, même dans des paroisses. Et c'est à ce moment-là qu'il nous donnera cette idée-là de mettre dans la rue 1 million de personnes à Kinshasa. C'est ce que nous avons fait. Moi, j'étais parmi les coordonnateurs, me chargeais surtout des médias, des contacts avec RFI, BBC, La Voix d'Amérique et tout ça. Donc, j'étais la personne très recherchée puisque c'est ma voix qui sortait dans les médias, qu'on entendait avec Caroline Dupont ou avec d'autres qui étaient à Washington. Donc, nous avons organisé cette marche-là qui a réussi. On a failli nous arrêter. Moi, j'ai fui momentanément en Belgique pour retourner rapidement au moment où Mobutu était fatigué de la pression extérieure pour réouvrir la conférence nationale souveraine. Et on a reconstitué la société civile qui est allée à la conférence. Moi-même, j'étais avec le général Kaloumé dans la commission qui recrutait les gens, ce qui fait que j'ai pu amener le maximum de mes amis, que ce soit les Lutundula, les Fayoulou, les Bahati et consorts. Ils sont venus à la conférence nationale souveraine et nous avons organisé une dynamique très forte qui a permis l'élection d'Étienne Tshisekedi Amulumba comme Premier ministre. Et il devient Premier ministre et vous nomme dans son gouvernement. Parce que vous êtes quand même dans tous ces gouvernements, même les gouvernements qui n'ont duré que 2 secondes. Vous êtes dans tous ces gouvernements. C'est un homme visiblement reconnaissant que vous avez marqué et qui ne vous a jamais lâché, quoi. Vous avez raison. Vous avez raison, puisque c'est la seule façon pour lui de me témoigner sa reconnaissance. Puisqu'il savait qu'en tant que médecin, il n'avait rien à me donner, il n'avait pas d'argent ou quoi. Il a dit, vous serez à côté de moi à tout moment et parmi mes ministres phares. Donc, chaque fois qu'il constituait son gouvernement, c'est le nom de Loseke qui était en tête. D'accord. Alors, professeur Loseke, vous faites partie des gouvernements de Tshisekedi, vous n'êtes pas membre de l'UDPS, mais vous êtes amis, si on fait les dire comme ça. Mais quand vous allez à l'UDI, avec Kengo par exemple, avec Tambou Bamba, à l'époque, l'UDI vient d'être créé, qu'est-ce que Tshisekedi en dit? Il trouve normal que son ami le professeur Loseke ne soit pas de l'UDPS, plutôt qu'il aille à l'UDI? Non, il a respecté ma liberté. Mais pourquoi à ce moment-là aller avec Kengo alors que l'UDPS était à côté? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Puisque vous allez vite en besogne, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps, c'est normal. Il y a eu, à 13 ans, la création de l'Union sacrée, de l'opposition radicale que vous connaissez. Et c'est nous, et Martin Fayoulou peut vous le dire un jour, c'est nous, la société civile, ou certains membres influents de la société civile, qui sommes allés voir le directoire à l'époque de l'UDPS, Tshisekedi Mbouakiem, Kibasa et Eliao, pour leur dire que vous n'avez pas de choix pour aller avec un front commun anti-Mobutu à la conférence, il faut créer l'Union sacrée. C'est comme ça que l'Union sacrée est née. Et pendant cette période-là, les amis que je connaissais, comme Alexis Tamboué depuis l'Europe ici, eh bien, ils m'ont sollicité pour créer l'UDI. Moi, j'ai dit, je n'ai pas d'inconvénient, mais à condition que je reste aussi société civile. Donc, j'ai une activité importante. Et vous dites quelque part que c'est pas incompatibilité. Vous êtes scientifique. Comment on peut être à la société civile et un parti politique? Vous dites qu'il n'y a pas d'incompatibilité. C'est pas possible. Non, même quand on est à la société civile, c'est une espèce de lobby qui est un lobby, un contre-pouvoir normalement, qui est plus aiguisé, qui agit avec la population de manière pragmatique. Mais les partis politiques ont leur façon de fonctionner, le règlement qui est trop strict. J'étais à l'UDI, fondateur de l'UDI, mais j'étais beaucoup plus dans la société civile où j'étais
pratiquement un activiste des pointes. Vous allez cheminer comme ça à l'UDI, tout en gardant les relations avec Tshisekedi. On fait un peu l'histoire, on va rentrer dans l'actualité politique très bientôt, là. Jusque à venir encore dans un autre parti politique, c'est l'ECD. Vous êtes parmi les membres cofondateurs de l'ECD. Racontez-nous un peu ces breaks-là, cette étape-là. Comment vous décidez finalement de cofonder l'ECD avec Martin Fayulu? Je vous dis que vous allez vite. Entre la création du moins la conférence nationale souveraine et la création de l'ECD qui est venue, je crois, 2003, et vous voyez qu'il y a plusieurs années qui se sont passées. Et beaucoup de choses se sont passées. Allez-y, parlez-nous. Évoquez ce qui vient à l'esprit. Après l'UDI. L'UDI, pendant que j'étais à l'UDI, société civile, Tshisekedi Étienne me nomme ministre de l'Environnement, du gouvernement issu de la conférence nationale souveraine. Moi, à ce moment-là, je lève le pied du côté de la société civile où je laisse les amis, les modestes battre et les autres se battre comme on se battait au niveau de la société civile. Moi, je mets un pied plein dans la politique à ce moment-là en étant au gouvernement. Et lorsque Mobutu nous a chassés en décembre 1992, là, j'ai décidé d'être radicalement politique. Et c'est comme ça que je suis allé à l'UDI, où on m'a chargé d'être vice-président du parti politique de l'UDI, chargé des stratégies, et je retourne maintenant au ACRPT comme membre de l'UDI. Vous avez compris? Kabila arrive, Laurent Désiré Kabila arrive en 1995. Il met fin aux activités des partis politiques. Et à ce moment-là, chacun se regarde. Moi, je retourne fondamentalement à l'université, où je suis devenu vice-doyen médecin directeur du CNPP. Et je m'occupais de la politique aussi, mais cette fois-ci, pas l'UDI, puisque l'UDI avait subi une espèce de flagration. C'est-à-dire, les membres de l'UDI, la plupart, sont partis à l'extérieur et très peu sont restés au pays. Mais à ce moment-là, j'ai multiplié, j'ai repris les contacts avec Étienne Tshisekedi. Et au moment où je décide de prendre mon congé sabbatique pour aller au Canada, je lui dis au revoir et je vais au Canada. C'est pendant que j'étais au Canada, je devais y aller pour 2 ans, mais j'ai fait finalement 5 ans. Je ne vais pas vous raconter ma vie au Canada, parce que j'étais professeur visiteur à McGill avant d'être sollicité pour être médecin dans les autres hôpitaux du Québec. Mais pendant que j'étais là, il se tient un dialogue intercongolais. Mais entre-temps, je vous informe que Martin Fayulu était retourné chez ExxonMobil, où il est monté même des grades, directeur régional, je ne sais pas, ça devait être à Niamey ou aux États-Unis. Bref, il est devenu directeur général. Mais à un moment donné, il est rentré au pays. C'est pendant mon passage du Canada à Kinshasa qu'on s'est revus et il m'a manifesté l'intention de créer un parti politique. Lui, il tenait à ce que ce soit les partis portent les termes d'engagement citoyen. C'était important pour lui. Et moi, j'ai dit, mais ce n'est pas mauvais, mais nous allons raffiner la dénomination. Finalement, on a créé l'ECD Ensemble, malgré le fait que j'étais à l'extérieur, secrétaire national aux relations extérieures de l'ECD, j'étais tout le temps, je me battais dans l'ECD. Mais qu'est-ce qui est arrivé en 2011, puisque j'occulte 2006 et tout ça. Arrivons en 2011 où vous allez à l'UDPS maintenant. 2011. Tshisekedi va devenir les congrès dont je parlerai peut-être quelques mots, je dirai quelques mots, les congrès de décembre 2010 de l'UDPS, auxquels nous avons participé, moi personnellement aussi.
sans état. Alors que vous n'étiez pas membre de l'UDPS. Ah oui, mais l'ECID a reçu une invitation spéciale. OK. Je peux vous montrer dans les rapports généraux le rôle que l'ECID a joué. En fait, on était comme un peu UDPS bis où nous avions les mêmes préoccupations à ce moment-là. Tshisekedi étant désigné candidat à la présidence par le congrès de l'UDPS, le premier congrès, il devait faire pas sa campagne ou sa pré-campagne d'abord ici à l'extérieur et puis au pays. Mais il est arrivé un phénomène, dès qu'on a annoncé la candidature d'Étienne Tshisekedi, on a modifié la Constitution. Au lieu de passer de 2 tours à un tour, à janvier. Il n'y avait pas de raison claire et c'était juste pour éviter que Tshisekedi se retrouve avec Kabila au deuxième tour et que les gens se réunissent autour de lui. Ah oui, c'était simple. Ouais. Les calculs étaient simples. Donc, nous sommes allés après campagne. Je vous informe que quand il était en Belgique ici, certaines personnalités comme Louis Michel lui ont dit il faut avoir une union de l'opposition, c'est-à-dire sortir un seul candidat qui va affronter Kabila. Donc les deux candidats phares de l'opposition étaient Kengwa Dondo et Vital Kamerhe. Ouais. Et le président demande à Félix Tshilombo de s'occuper de Kengo. De prendre le contact avec Kengo pour que Kengo se fasse en faveur de sa candidature. Ils se sont même rencontrés. Mais moi, j'avais le plus dur, comme Vital Kamerhe a été mon directeur de cabinet, et comme le président Tshisekedi savait très bien que j'avais une bonne relation avec Vital, eh bien, il m'a chargé de m'en occuper. Et j'ai eu Vital à Addis Abeba, il dit qu'il était enchanté par la proposition. Bref, si vous voulez que j'entre dans les détails. Non, mais parce qu'après, vous direz que Vital va vous envoyer un peu plus tard Aimé Boji pour dire que ce n'était... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Vital ne s'est-il pas effacé en faveur de Etienne Tshisekedi? Parce que Vital, lui, certains de ses hommes disent qu'il voulait rencontrer M. Tshisekedi lui-même, discuter des contours avec Tshisekedi, mais le président Tshisekedi était extrémiste et il disait « effacez-vous sans condition, sans... » Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Non, c'est faux. Nous avons entendu Vital Kamerhe à Montréal. On est resté presque une semaine à Montréal. Il me disait tout le temps qu'il avait une rencontre à l'Afrique de l'Ouest, il va arriver. Finalement, moi, je lui ai dit, mais nous ne pouvons pas vous attendre éternellement à Montréal. Donc, le président a un agenda à Washington, il faut absolument qu'il aille à Washington. Donc, vous l'attendiez à Montréal avec Etienne Tshisekedi? Ah oui, avec son accord. OK. Avec l'accord des... Donc, Vital avait promis de venir rencontrer Tshisekedi à Montréal. À Montréal. Pour qu'il discute de la question de la candidature unique. Oui, il n'est pas venu. Il a dit qu'il va rejoindre le président Tshisekedi, Étienne, à Washington. À Washington. Nous sommes allés à Washington. Et comme c'est moi qui étais chargé, je vous informe qu'il y a eu un draft signé par les émissaires. Moi, comme émissaire d'Étienne Tshisekedi, l'honorable Miro, de l'île d'Idjoui, était représentant de Vital Kamerhe. Nous avons signé un draft. Je peux vous révéler le contenu. Si je l'avais ici, j'allais vous le donner. Mais ça se trouve à Kinshasa. Donc, il vous dit, on se voit à Washington. Et à Washington, il ne gère pas. Oui, il était d'accord sur certains éléments de principe. Notamment s'effacer, d'abord. Il était d'accord. Deuxièmement, il acceptait d'être le premier ministre d'Étienne Tshisekedi à condition qu'il fasse la campagne exclusivement à l'Est. Les deux Kivu, province orientale et le Katanga. Et le président Tshisekedi avait accepté ça? Mais c'était un draft, ils se sont mis d'accord. Ouais. Nous avons paraphé le draft. Il fallait attendre les signatures de ces deux-là. Non, et il devait signer soit à Montréal, soit à Washington. Et Kamerhe n'est jamais venu. C'est comme ça qu'Honorable Miro et moi, nous étions tout le temps avec le président Etienne Tshisekedi et à Montréal et à Washington. C'est à Washington que Aimé Boji va débarquer pour nous dire, voilà,
le président Kamere ne viendra pas parce qu'il a des occupations. Il préférera voir le président Tshisekedi à Kinshasa lui-même. En fait, c'était une manœuvre pour dire non. Et j'ai dit au président Tshisekedi, Vital ne veut pas se désister. Et nous pouvons dire que, c'est ce que les analystes ont déduit, que l'échec de 2011 de Tshisekedi est lié au fait qu'il y a eu une fragmentation des voix. Ouais. Et si on avait mis ensemble les voix de Tshisekedi Etienne, Vital Kamerhe et Kengwa Dondo, je crois que Kabila n'allait pas passer, ça c'est évident. Professeur Luseke, vous dites que vous vous occupiez de Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi s'occupait de Kengwa Dondo. Il y a beaucoup de gens qui disent que son père ne croyait pas en lui. Que son père disait que c'est un enfant un peu turbulent, qui n'a pas étudié, même quand il fallait proposer les noms de Premier ministre aux accords de la Saint-Sylvestre, c'était pas lui. Quel est le rôle que Tshisekedi était? Est-ce que vous, quand vous veniez auprès de Tshisekedi, quand vous discutiez politique avec Tshisekedi, est-ce que son fils, qui est président de la République aujourd'hui, était là? Et quel était le rôle de son épouse, Maman Marthe, que beaucoup présentent aujourd'hui comme la reine mère, qui était toujours là, combattante des premières heures? Est-ce que M. Tshisekedi avait aussi une attache politique aussi ancrée, aussi importante avec ses deux membres de sa famille aujourd'hui? La seule chose que je peux vous dire, je ne vais pas révéler des colloques singuliers ou ce qu'il me disait à propos de son fils. Il m'a dit, docteur, j'ai 6 enfants avec Maman Marthe, qui sont tous des garçons. Aucun n'a fait des études convenables et il n'y a qu'un seul qui s'intéresse à la politique. C'est Félix Tshilombo. Il n'a pas dit Félix Tshisekedi, il a dit c'est Félix Tshilombo. Il semble qu'il n'appelle pas Félix Tshisekedi. Ok, allez-y. Laissez-moi continuer. Donc, il ira plus loin. Il a dit, vous devez travailler ensemble à mes côtés. Avec Félix Tshilombo? Oui, puisqu'il est secrétaire national aux relations extérieures. Ce sont des grandes fonctions à l'UDPS. Je vous informe que je deviendrai plus tard, moi aussi, secrétaire national aux relations extérieures, mais son fils, il dit, c'est mon fils, le seul qui s'intéresse à la politique. Donc, occupez-vous de lui, soyez avec lui, vous partagez tout ce que vous voulez. Si vous avez des problèmes, vous venez ensemble me voir. C'est ce qu'on a fait. On a réellement fait ça pendant tout le temps avec Félix Tshilombo. Donc, c'est la seule chose que je sais. Laissez-moi continuer. Okay. Les autres considérations, dire que son père ne les considérait pas ou ne voulait pas de lui, ça, c'est Étienne Tshisekedi seul qui peut vous le dire. Même si je le savais, je ne veux pas vous dire aujourd'hui. Donc, je vous dis ce qui s'est passé. Au moins, il souffrait du fait que tous ces six garçons n'avaient pas étudié. Ça, c'était un problème. Ça, il vous l'a dit. Mais je crois que j'ai parlé en bon français. Allez-y, il vous disait qu'aucun n'a fait des études de qualité, aucun n'a étudié. C'était une amertume, c'était une tristesse pour lui. Je vous ai parlé d'un colloque singulier. Il y en a eu plusieurs, des dizaines et des dizaines. Non, restons sur je ne veux pas tout vous dire. Si, restons sur celui-là, moi. Il m'intéresse, cet extrait-là. Il était quand même un peu avec amertume que ces 6 enfants qu'il a eu avec Maman Marthe n'aient pas étudié, parce que vous évoquez cet extrait-là. Non, mais comprenez ça comme vous voulez, comme un regret ou comme... Mais il m'a dit ça. L'objectif, c'était de me dire que vous êtes tout près de moi, mon expert politique, médecin, tout ce que vous voulez. Il y a mon fils, Félix Tshilombo, qui est le seul, je souligne le mot seul, et c'est la réalité d'ailleurs, le seul à faire la politique, à s'intéresser à la politique. Mettez-vous ensemble. Vous allez faire du bon travail pour moi. Et le rôle des mamans, alors? Maman aussi était dans la politique avec vous quand vous faisiez la politique? Maman Marthe Kressalou. Non. Est-ce qu'il lui arrivait de parler de sa femme? Est-ce que quand on prenait des décisions politiques, est-ce qu'elle était là? Non, Maman Marthe pouvait être à tout moment à côté de son mari. Il n'interférait pas dans la politique comme telle, mais quand il fallait donner certains conseils, par exemple pour des voyages, pour des contacts, tout ça, c'est Maman Marthe qui prenait des contacts. Je vous informe que les jours
qu'on m'a désigné pour être en contact avec Vital, c'est Maman Marthe qui m'en a parlé. J'arrive dans mon bureau, ici, à César des Papes, à 8 heures du matin, et j'étais étonné de voir Maman Marthe m'appeler à 8 heures du matin. Il m'a dit, non, docteur, hein, votre frère veut vous parler, mais c'est à propos d'un contact politique. J'ai dit, bon, est-ce bien de parler au téléphone ou pas? Il dit, non, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que j'ai parlé avec le président, je l'ai revu dans la journée pour approfondir le problème de l'accord avec Vital Kamerhe. Là, nous sommes en 2011, donc l'accord échoue, Etienne Tshisekedi échoue aux élections, vous organisez ce que vous avez appelé récupérer l'impérium et prête serment. Ça, c'est aussi une histoire. Mais il y a un détail que je ne vous ai pas donné. Allez-y. Nous étions à Washington. Le président avait son cousin, le père de Gilbert Mondela, qui, avec son épouse, qui était dans la périphérie de Washington. On nous a invités à aller manger. C'est le jour où j'ai mangé pour la première fois le foufou à la main et on a tablé. C'était très convivial, tout. Et le président me dit, mais docteur, qu'est-ce que vous traînez? Qu'est-ce que vous faites? Vous traînez trop pour entrer à l'UDPS. Vous ne savez pas que vous êtes plus UDPS que beaucoup d'autres personnes. J'ai dit, président, nous allons nous revoir après la campagne. Hein, nous allons nous organiser. Il est possible que je vous rejoigne à l'UDPS après les élections. Malheureusement, il a raté, mais en 2013, il m'a rappelé la même chose pour que j'adhère à l'UDPS, parce que nous avions un programme important. D'abord, avant, il m'avait désigné comme défenseur à l'extérieur de son impérium, c'est-à-dire je devais mener la lutte pour le recouvrement de l'impérium. Pour nous, il fallait le faire, mais il était tellement content des résultats que j'ai obtenu, l'engouement autour, malgré son échec. Et il a dit, cette fois-ci, vous rejoignez l'UDPS. Je donne mon accord sous condition d'informer Martin Fayoulou pour qu'il n'ait pas l'impression que c'est un débauchage. Un débauchage. Martin me dit, bon, il n'y a pas de problème. De toute façon, nous sommes toujours ensemble et nous le serons toujours, même si vous êtes auprès du président Tshisekedi. C'est comme ça qu'il a appelé le président fédéral de la Lukunga à l'y mettre dans son bureau pour venir me livrer la carte de l'UDPS. Mais vous adhérez à l'UDPS en 2016, vous trahissez Tshisekedi. Non, 2013. 2013, c'est ce que j'ai dit. Mais en 2016, vous trahissez Tshisekedi en allant au gouvernement contre Tshisekedi, contre la volonté de Tshisekedi avec Sami Badibanga. Vous êtes nommé vice-ministre des Finances dans ce gouvernement de 3 mois avec Sami Badibanga. C'était pas de la trahison à l'endroit? Pas du tout, parce que j'ai informé Tshisekedi. J'ai informé Etienne Tshisekedi avant d'entrer au gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous venions en décembre 2016, nous avions eu une réunion du secrétariat national. À ce moment-là, j'étais déjà secrétaire national aux relations extérieures et Félix Tshilombo, secrétaire général adjoint chargé des questions politiques, diplomatiques et juridiques. Donc, nous avons organisé une réunion du secrétariat national à Limete pour dire, pour lever l'option. Est-ce qu'on cohabite avec Kabila ou pas? Ce sont des étapes importantes au lieu d'aller vite. Il faut que la population qui nous suit capte ça. À l'unanimité, on a levé l'option que cette fois-ci, nous devons passer par une cohabitation avant la conquête du pouvoir. Vous me comprenez bien? Mais le problème, c'est que Jean-Marc Kaboun, Félix était réservé, il a dit, moi, je reste neutre. Hein? Je ne me suis pas prononcé. Mais Jean-Marc Kaboun, hostile à ça, au lieu de transmettre la décision officiellement de manière fidèle à Etienne Tshisekedi, lui, il est allé
à sa manière pour expliquer à Tshisekedi. Vous voyez ce que ça fait quand vous venez avec la vraie décision, la personne ne vous écoute plus convenablement, croit que vous avez trahi. C'est à ce moment-là qu'avaient commencé des problèmes entre Kabound et moi. Moi, les jours que j'ai rentré à Bruxelles, Badibang était déjà Premier ministre. Je suis allé lui dire bonjour. C'était un ami de longue date, donc je n'avais pas de retenue à aller lui dire bonjour, même s'il était nommé Premier ministre à des conditions que vous connaissez. Chez Sami Badibanga, il y a une personne qu'on appelle Bifor, qui était là. Bifor Bisselil. Oui, que j'ai vu chez Sami. Sami, Premier ministre, en train de constituer son gouvernement. C'est Bifor qui a amené l'information pour dire que j'ai vu... Le séqué chez Sami. Chez Sami, il est déjà sur la liste du gouvernement. Donc, le jour que je partais pour Bruxelles, Peter Kazadi m'appelle, avant que j'étais en train d'embarquer, il dit, vous savez qu'on vous a suspendu à l'UDPS. J'ai dit, ah bon, on m'a suspendu, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, on dit que vous êtes allé saluer Sami Badibanga sans autorisation. Bon, j'ai fait quand même mon voyage, mais pendant que j'étais à Zaventem, autour du carrousel, c'est Sami Badibanga qui m'appelle, il dit, on vous a suspendu à cause de moi. Qu'est-ce que vous faites maintenant? J'ai dit, mais donnez-moi, je vais réfléchir. Il dit, dans ces parties-là, quand on vous a suspendu, c'est la descente aux enfers. Venez, je vous réserve un poste au gouvernement. J'ai dit, monsieur le Premier ministre, je viens d'arriver, je suis encore à Zaventem. Comment je vais faire pour retourner? Il faut voyager, tout ça. Il dit, je m'en occupe. Demandez à votre agence de voyage de vous réserver une place et vous revenez avant dimanche parce que je dois sortir du gouvernement la semaine prochaine. J'ai dit, bon, ça va être impossible. Mais quand même, j'ai ma façon de travailler. Mon agence va me réserver les voyages samedi. Je ne peux pas venir. Nous sommes jeudi matin, je viens d'arriver et vous me demandez de retourner le lendemain. Non, c'est impossible. C'est ce que j'ai fait. J'ai payé mon billet à l'agence de voyage qui est quelque part à Bateau. Et le week-end, vous êtes rentré au pays? Le samedi, je rentre, j'appelle Sami. Je le vois le dimanche. Il me dit, il faut voir le président Tshisekedi préalablement. Bon, il m'a posé deux conditions. La première, c'est signer la charte de l'Union africaine. Là, ils avaient une charte qui... De l'Union africaine? Oui, il y avait des négociations de Kodjo. Je vois, oui. De Kodjo. De Kodjo, oui. Il fallait signer ça. Il fallait que j'adhère à cette charte-là. La première condition. La deuxième, c'est aller voir les Sphinx pour lui expliquer que j'entre au gouvernement. J'ai commencé par le plus dur, c'est-à-dire aller voir les Sphinx. Je suis allé, je ne vais pas entrer dans les détails, mais à la fin, après 45 minutes à peu près de discussion, il m'a dit, docteur, vous êtes libre, mais je vous connais, vous êtes toujours fidèle à vos convictions. Je vous fais confiance, allez-y, vous êtes libre. Mais avant de partir, je lui dis, monsieur le président, votre santé n'est pas bonne. Votre santé s'est dégradée. Parce que là, nous sommes en 2026. 2016. 2016. Ouais. Vous lui dites qu'il a des problèmes, des rendez-vous. Je profite de cette occasion pour lui dire que sa santé n'était pas bonne. Parce que j'ai dit, c'est tout simplement parce qu'il a brûlé les rendez-vous. Il devait rentrer en septembre pour revoir ses médecins en Belgique. Nous étions déjà en décembre. Il m'invoquera le problème d'argent. Qu'il n'avait pas l'argent pour voyager, tout ça. Pour voyager, tout ça. Il dit, bon, j'en prends note, mais faites tout pour regagner Bruxelles pour votre santé. Entre-temps, je rentre chez Sami, je lui donne le rapport que, voilà, je n'ai pas un feu vert que je suis allé demander, mais je suis allé informer. Je ne suis pas allé chez le président Etienne Tshisekedi pour lui dire « autorisez-moi à entrer ». Non, c'est une information que je lui ai donnée clairement et ça s'est passé comme ça.
Je suis rentré au gouvernement Badibanga. Il restait seulement deux postes de vice-ministre. À l'enseignement supérieur et aux finances, il a dit, bon, j'ai gardé ce poste-là. Est-ce que ça vous convient? J'ai dit, bon. C'est comme ça que vous êtes entré à ce gouvernement. Mais parlons un peu de cet extrait où vous avez rencontré Tshisekedi en 2016. Vous êtes médecin, vous regardez, vous sentez que sa situation ne va pas bien. Mais il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de sa santé. Je vais pas. Mais on dit qu'on accuse notamment sa famille, son épouse, Maman Marthe. On accuse Félix Tshisekedi d'avoir tué d'une certaine manière Etienne Tshisekedi parce que c'est eux, pour des raisons politiques, qui ont fait que Tshisekedi soit retenu à Kinshasa. Que Tshisekedi saute ses rendez-vous pour ne pas aller voir ce médecin pour des questions politiques et pour des questions de viser de prendre le poste. Vous savez qu'il s'est dit que Maman Marthe et Félix Tshisekedi notamment seraient à la base de la dégradation et même de la mort d'Etienne Tshisekedi Lumumba. Vous en direz quoi, vous qui le fréquentiez et qui avez déjà remarqué à cette époque-là qu'il avait des problèmes de santé? Je n'entrerai pas dans les spéculations. Il s'agit du domaine médical. Donc, je ne peux pas faire des spéculations. Ce que je sais, je viens de vous dire, le président Etienne Tshisekedi avait brûlé ses rendez-vous. C'est-à-dire, il devait rentrer en septembre et en décembre 2016, il était toujours à Kinshasa. Vous savez, c'est quelqu'un qui aimait recevoir les gens là, les combattants et les personnalités politiques. C'était ça peut-être c'est sa façon de vivre. Venir ici à Bruxelles, peut-être qu'il trouvait qu'il allait être isolé, tout ça. Mais en traitant, la santé n'attend pas. La santé se dégrade. Et je vous dis, le jour que je suis allé le voir, j'ai vu qu'il n'avait même plus de chaussures aux pieds. Donc, moi, ces pieds-là que je faisais soigner chaque semaine à César des Papes, chez une pédicure spécialiste, mais pendant peut-être des mois et des mois, on ne s'est pas occupé de lui. Hein? Donc, tout le monde s'est contenté d'aller le voir. Il est assis derrière son bureau. Les gens ne savent pas. Mais moi, comme médecin, j'ai vu. J'ai vu que, je lui ai dit, Monsieur le Président, votre santé se dégrade. Donc, ça n'a rien à voir avec toutes ces spéculations-là. Moi, je n'en sais rien. Est-ce que ça peut se passer comme ça? Je ne crois pas, mais je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que cet intervalle-là, très long, ne pas voir le médecin a créé une dégradation de sa santé. Et quand il est venu, je crois que ça a été dur de récupérer certains paramètres. Allez, professeur Le Séké est donc notre invité ce soir. On va finir cette étape de l'histoire pour entrer dans l'actualité politique avec cette question. Vous connaissez Tshisekedi, Étienne, vous l'avez fréquenté, vous connaissez son idéal, son idéologie. Ce que son fils fait aujourd'hui, vous pensez que c'est du tshisékédisme, c'est de l'UDPS ou c'est autre chose en termes d'idéologie et de convictions politiques? Je me base sur des faits réels. Et j'ai apporté ici le rapport général du premier congrès de l'UDPS. Pendant ce congrès, nous avons mis en place ce qu'on appelle le projet de société de l'UDPS, qui est le peuple d'abord. C'est quoi le peuple d'abord? C'est la vision d'un parti politique pour arriver au pouvoir, avec comme objectif faire à ce que le peuple soit recouvre le bonheur intégral dans un grand pays fort, uni et prospère, où il fait beau de vivre. Donc c'était ça la vision, c'est le peuple d'abord. Et cette vision avait deux stratégies. D'un côté, les valeurs que nous devions promouvoir et ensuite la bonne gouvernance. Dans les valeurs, vous avez les mêmes, la démocratie, tout ça. Mais je vous donne un pilier de la gouvernance, un seul pilier de la gouvernance, de la bonne gouvernance, qui fait que rien qu'avec ça, Félix est de mauvais côté. Il y avait 7 piliers de la bonne gouvernance, dont un des plus importants est le respect de la Constitution et des textes légaux. Mais ce qui fait aujourd'hui pour vouloir changer les constitutions,
sur lesquels il a prêté serment. Mais il va à la contre de notre projet de société. Donc, il n'a rien de l'UDPS en lui, il n'a rien repris de l'UDPS et pourtant il a participé au Congrès. Si vous regardez au numéro 734, son nom est là, juste derrière Tchibala, parce que c'est dans l'ordre alphabétique qu'on a mis les noms des congressistes. Donc, il a eu des éléments pour diriger ce pays convenablement, mais il a jeté ça de côté, il fait ce qu'il veut. Bon, c'est son problème. Moi, il est là, moi je suis à Sauvons la RDC, qui est pour chasser, du moins, écarter la dictature assez rapidement. Nous sommes aux antipodes. On va parler d'actualité justement. Vous avez évoqué ici la question du changement de la Constitution. Le président Tshisekedi dit que cette Constitution que nous avons n'est plus en adéquation avec nos réalités. Le président Tshisekedi dit que le peuple est souverain et que lui ne veut pas des mandats, mais si le peuple lui en demandait, il acceptera. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a raison quand on se dit être un pays de démocratie? Il faut laisser les champs au peuple, notamment avec la loi qui vient de voter sur le référendum. Est-ce que vous comprenez la volonté de Tshisekedi aujourd'hui de changer la Constitution? Rien, je ne comprends rien. Il ne devrait pas le faire. Pourquoi? Puisqu'il sait que nous avons d'abord notre projet de société de l'UDPS. Si je ne prends que ça comme exemple. Il faut respecter la Constitution et les textes. Et lui, il a prêté serment là-dessus. Donc, il n'a pas changé. Quand il n'était pas encore au pouvoir, il était contre les changements de la Constitution. Maintenant qu'il est au pouvoir, il fait de l'hybrisme. C'est-à-dire, l'hybrisme, vous allez vous documenter, savoir ce que c'est, l'hybrisme, et il a changé radicalement la position pour se maintenir au pouvoir. Il doit changer la Constitution. Ça, c'est aux antipodes des valeurs réelles et les valeurs fondamentales de l'UDPS. Vous pensez que les changements de la Constitution ne visent qu'une seule chose, c'est de lui permettre d'avoir un mandat et de se maintenir au pouvoir? Mais c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'il va faire? 2 mandats, ça lui suffit, non? Il peut revenir quand il veut. Et puis, il y a d'autres personnes à l'UDPS dans son parti qui peuvent devenir président. Ce n'est pas seulement lui. Il sait que l'alternance est un élément et je dirais même l'ADN, l'oxygène de la démocratie. L'alternance est l'oxygène de la démocratie. S'il ne sait pas ça, c'est qu'il n'est pas démocrate, il est despote. Non, mais quand il dit que... et les gens de l'UDPS, notamment Kabouya et les autres, qui disent qu'il est hors de question qu'il quitte les pouvoirs aussi longtemps que Kagame sera là, et que lui, aujourd'hui, il se sent investi d'une mission et non pas des mandats. Mais ça fait quand même 30 ans que ça dure, et on dit que pour la première fois, on a un président qui se montre assez courageux, assez brave contre le Rwanda, et que il lui faut une mission, ils n'ont pas... Tout ça, vous dites quoi? C'est des tralala, c'est des choses qui ne comptent absolument pas. Il ne faut pas regarder ça. C'est-à-dire, là, on prend le peuple pour un idiot. On nous prend tous pour des idiots. Qu'est-ce qu'il peut faire contre Kagame? Les rapports de force. Rien. Donc là, on nous jette ça dans le visage comme si nous étions des idiots que l'on peut traiter n'importe comment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle l'ivresse du pouvoir. L'ivresse du pouvoir, c'est-à-dire quand on a goûté à ces honneurs-là, où tout le monde, il a une cour de courtisans, et donc il ne se sent pas. C'est comme le roi Napoléon à l'époque, il ne veut pas quitter le pouvoir. Donc c'est normal. C'est de l'hybrisme. Donc ça, nous n'allons pas accepter que pour ces raisons personnelles-là, il affaiblit le pays et il nous conduit vers la soudanisation et ça ne va pas. Donc, toutes les manœuvres doivent être mises en marche pour l'arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, professeur, pour arrêter Tshisekedi? Pour arrêter son idée de changement de la Constitution? Mais le processus est en cours, non? Lesquels? Mais il y a d'abord des actions que j'appelle des actions pacifiques. C'est ce qui s'est fait au Congo, même si on tire sur des gens. Non, mais vous, depuis que Sauvo le Congo existe, ça fait une année, aucune action sur terrain. Hein. Vous, ce sont les petits communiqués. Monsieur Perrault. Ce sont les petits communiqués, vous agissez sur communiqués. Dans les yeux. Quelle est l'action concrète que vous, Sauvo le Congo, vous avez à mener à part signer les communiqués? Laissez-moi vous dire, si vous étiez à Nairobi,
Nous avons adopté une feuille de route avec 12 priorités. Et les 12 priorités, la plus importante et la première, c'est mettre fin à la dictature et aux besoins, à la tyrannie. Par des déclarations ou par des actions concrètes? C'était ça ma question. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que nous ne faisons rien. Qu'est-ce que vous faites alors? Dites-nous. Est-ce que moi j'ai l'obligation de vous dire? Non, c'est la question. Ce que vous faites, vous le faites pour nous, les peuples. Ou bien vous êtes impatient. Non, non. Gardez votre. Ça fait un an, monsieur le Séké, que le Sauveur le Congo existe. Reconnaissez que vous êtes passif. Reconnaissez que rien sur le. Y a-t-il un calendrier pour que nous on pose des actions? Non. Nous ne pouvons pas. Ce n'est pas ici que moi je vais commencer à vous dire. Demain, dans un mois, non, mais dites quand même au peuple, ça fait une année que vous étiez en Nairobi. Le peuple... À part les communiqués que vous signez à temps et à contre-temps, qu'est-ce que vous avez déjà fait de concret? Sauvons le Congo, ça fait un an que Sauvons le Congo existe. Bon, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Je ne minimise pas, je pose des questions. Personnellement, si vous minimisez la valeur d'un communiqué qui vous donne... Je pose des questions, je ne minimise rien, professeur. Oui, mais bon, vous posez les questions, mais vous essayez de traduire l'impatience du peuple congolais qui veut être libéré. Nous comprenons, mais nous disons au peuple congolais, ne croyez pas que nous ne faisons rien. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que nous ne faisons rien. Vous ne savez pas ce qui s'est fait. Patientez seulement, vous verrez, la libération est proche. Professeur, Sauvons le Congo, vous avez désigné Kabila comme en tête de file. Vous avez été à l'UDPS, opposant farouche à Kabila. Vous avez été à l'ECD, opposant farouche à Kabila. À l'UDPS, vous avez dit que c'était un dictateur, que c'était un ceci. Il a volé la victoire de Tshisekedi. À l'ECD, c'était le même discours. Fayoulou est allé même un peu plus loin, doutant parfois de la nationalité de Kabila. Quand est-ce que le diable que vous avez présenté à l'UDPS où vous étiez, quand est-ce que le diable Kabila que vous avez présenté à l'ECD est devenu saint pour que vous, le séquiez, vous alliez derrière lui? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Vous parlez de librisme. Est-ce que là, vous n'êtes pas vous-même une expression éloquente de librisme en politique? Non, ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que c'est le librisme. Mais je vous dis ceci. Vous posez des questions comme des raccourcis. Il faut voir l'environnement et l'évolution des choses. Kabila qui était là il y a 8 ans, 7 ans, ce n'est plus le même Kabila aujourd'hui. Ah. Donc, il peut y avoir une métamorphose politique. Ok. Donc, ne me demandez pas mon jugement, je l'ai pour moi. Non, mais vous étiez à l'UDPS. À l'UDPS, vous nous disiez qu'il était dictateur, non? Vous savez que... À l'UDPS, il était dictateur. Vous saquiez d'une certaine... Vous parlez là collectivement. Vous étiez à l'UDPS, si vous prenez les combattants de base avec nous, les niveaux, nous n'avons pas... Et puis, c'est un parti populiste où il y avait beaucoup de... L'UDPS était un parti populiste? Oui, oui. Un parti du peuple. Ah, populaire, un parti des masses, oui, ok. Oui, des masses. Ok. Donc, ces partis-là, il y avait de tout là-dedans. Jusqu'aujourd'hui, il y a de tout là-dedans. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Que tout ce qu'on entendait à l'époque contre Kabila, sorti de la bouche et des militants et des cadres de l'UDPS, c'était faux. Kabila n'était pas le diable, c'était pas le dictateur, c'est pas lui qui a tué aussi Mukendi, c'est pas lui qui a fait, tout ça. C'était faux, tout ce que vous nous disiez à l'époque là, c'est ce que vous voulez dire, mais non. Non, lorsque vous prenez des éléments isolés comme ça, c'est pas ça l'analyse politique. Il faut voir les choses globalement. C'est pas de la bouche d'Augustin Kabouya qu'on a entendu Kabila a regardé partout, il a dit non, il n'y a qu'à l'UDPS que je dois donner les pouvoirs. Vous le savez, non? Donc, à un moment donné, nous nous sommes rendus compte que Kabila était le moindre mal pour nous. Mais ce qui se passe maintenant, c'est aussi une dérive à l'envers qui fait que nous sommes divisés là-dessus, nos points de vue. Pour moi, je n'avais jamais rencontré le président Joseph Kabila avant Nairobi. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Mais j'ai eu 2 entretiens avec lui, des entretiens tout à fait ouverts. Mais j'ai compris que c'est quelqu'un qui a une vision pour le moment pour ce pays. Mais je ne l'avais jamais connu avant. C'est l'image que ses collaborateurs ou
ces sbires ou ces services de sécurité, les caciques, comme on les appelait, les caciques, affichaient comme si c'était lui qui était l'ordonnateur de tout, des crimes et tout. Non, je ne peux pas le dire connaissant la personne aujourd'hui. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, le président Honoré Kabila incarne un changement pour un renouveau de ce pays-là. Mais quand le président Kabila incarne un renouveau et qu'il est sanctionné par les États-Unis d'Amérique qui disent de lui qu'il est patron de l'FCM23, on va parler un peu de ça aussi dans l'Est, mais je voudrais quand même qu'on finisse d'abord avec Kabila. Je peux vous répondre là-dessus. Et qu'il y a un tout dernier rapport des experts des Nations Unies sorti récemment qui note que le président Kabila est en contact permanent en lien avec la FCM23 et que le président Kabila s'est préparé même à mettre en place une méga structure politique et politico-militaire. Vous répondez quoi? Les Américains ont fait une erreur en condamnant Kabila qui soutient les rebelles de l'Est et de la République démocratique. C'est pas seulement une erreur, mais c'est une méprise, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la réalité. Ils ont fait confiance au narratif de Kinshasa, de Mouyaya. Hein? Je me demande même si ces sanctions-là n'ont pas été rédigées à Kinshasa quelque part et par des astuces et des actions que je ne citerai pas ici. Ils ont fait accepter aux Américains la prise de ces sanctions-là. Ce sont des sanctions injustes qui ne devraient pas exister. Et nous avons même appris que le département d'État n'était même pas au courant que le président Kabila allait être sanctionné. Ils ont appris, ils ont été surpris comme vous et moi, qu'il y avait déjà des sanctions. Donc ce sont des sanctions non seulement injustes, mais ce sont des sanctions qui doivent être levées immédiatement parce que ça n'a aucun sens. Ça n'arrange pas l'attente ou la réconciliation dans notre pays. Qu'est-ce que vous dites? Que Kabila, il n'est pas au M23. C'est pas lui le patron de M23 comme l'Amérique le présente. D'après ce que je sais, non. D'après ce que je sais. Mais il n'est pas interdit d'aller saluer les gens de M23 ou parler avec eux. Dernièrement, au conclave de mon jeune frère Franck Diongo, de son mouvement, il y avait une délégation de M23. Ce sont des gens que je connais. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont M23 que moi, je ne peux pas les saluer ou parler avec eux. Ça, ce n'est pas un interdit. Ou même aller à Goma comme Luc Kabila, il est à Goma. Je sais que depuis lors, Kinshasa exerce des représailles sur moi, sur ma famille et tout. Mais bon, je ne Pourquoi? Parce que vous êtes affiché avec les rebelles de M23 Apparemment, oui, puisque Guissaro, qui est Manyambouling et traître, qui envoie des drones sur ses frères Banyamulenge, a signé un document pour me déguerpir. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui sont comme ça, hein, et j'espère qu'ils vont partir avec la maison là où ils vont fuir. Mais puisque vous parlez de M23, professeur Onoseke, quel est votre avis sur ces mouvements? Il y en a qui disent que c'est des rebelles. Tshisekedi dit d'eux que c'est des pantins, des marionnettes, des gens qui sont utilisés par le Rwanda. Il y en a qui disent que c'est des révolutionnaires eux-mêmes, ils se présentent comme des révolutionnaires. D'autres parlent des rebelles, tout ça, qui font aussi énormément de dégâts à Goma, selon certains de leurs détracteurs. Ils arrachent des maisons des gens, des véhicules. J'ai vu les gens les accuser autant. Quel est votre avis sur ces gens des M23, de l'AFC M23? Est-ce que pour vous, c'est des rebelles? Est-ce que pour vous, c'est des libérateurs? Est-ce que pour vous, c'est des révolutionnaires? Vous les qualifierez comment, ces gens des AFC M23? Pour moi, ce sont les révolutionnaires, je suis d'accord avec eux, parce qu'ils appliquent la quintessence de l'article 64, qui veut que tout Congolais a le devoir de s'opposer à un groupe d'individus, un individu qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la Constitution. C'est dès lors qu'ils mettent avant l'article 64, ils ne sont plus des rebelles, parce que sinon nous tous nous serions des rebelles, même ceux qui sont à Kinshasa. Parce que nous avons le devoir, c'est un devoir constitutionnel de mettre fin à ce système
Et quand on a mis cet article 64 dans la Constitution, c'est pour dire plus jamais de dictatures dans ce pays. Donc, s'ils s'opposent à la dictature, moi, je suis d'accord avec eux. Donc, ils ont votre bénédiction d'une certaine manière. Vous comprenez Moi, je ne suis pas prêtre pour donner des bénédictions à qui que ce soit, mais au moins, je comprends leur position. Non, mais ça ne vous gêne pas que derrière eux, qu'il y ait quand même le Rwanda. Vous avez lu le tout dernier rapport des Nations Unies, des experts des Nations Unies. Ils parlent de la présence entre 6 7 000. Il y en a même d'autres rapports qui parlent des 10 000 hommes rwandais qui sont chez nous, donc les militaires rwandais qui sont au Congo. Vous comprenez, vous parlez de l'article 64, malgré la présence de ce que Kinshasa appelle comme agresseurs chez nous. Les Rwandais sont quand même derrière eux. Ça ne vous gêne pas? Il y a deux choses là. D'abord, est-ce que vous pouvez me dire vraiment à l'Est, vous allez, après les faciès seulement, vous allez dire que tel est Rwandais ou tel est Congolais? Il y a des Tutsis Congolais, il y a des Tutsis Rwandais. Donc, il se peut que dans l'armée, qui est du moins cette armée révolutionnaire, qui est dominance des Tutsis, et à ce moment-là, les qualifier des Rwandais agresseurs, moi, les Nations Unies ont menti. Mais les Nations Unies ne font pas des enquêtes approfondies, je suis désolé. Ils prennent des informations qu'on leur donne avec des recoupements qui sont à leur manière, mais ce ne sont pas des enquêtes approfondies. Est-ce qu'ils ont eu des numéros matricules de ces militaires-là comme sont des Rwandais avec identifiés Rwanda? Je n'exclus pas, et c'est la deuxième chose que je viens de dire, même ça, les autorités de l'AFC M23 l'ont dit, une collaboration ou des experts militaires comme on a de l'autre côté de Kinshasa, ça peut exister. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une armée rwandaise qui nous a envahis. Dans les rangs de l'AFC M23, il y a beaucoup de Tutsis congolais. Et j'en connais, je peux même citer les noms, en commençant par certains de leurs généraux que nous connaissons. Donc, qui étaient même en prison à Kinshasa, que le régime actuel est venu libérer. Donc, ce sont des gens étiquetés comme Congolais. Mais comme nous n'avons pas d'état civil dans notre pays, c'est un pays où vous avez vu ce pouvoir est là depuis 7 ans, même pas une carte d'identité. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse nous faire confiance lorsque vous parlez d'agression et tout ça? Moi, je ne sais pas. Je trouve qu'il y a un mouvement révolutionnaire qui applique l'article 64 pour libérer le pays. Un mouvement que vous soutenez d'ailleurs, monsieur le professeur Loseke. Allez, ça brûle quand même dans ces coins de la République avec des conséquences. Une guerre a toujours des conséquences, des morts, etc. Il y a des soubresauts à gauche et à droite, des voies pour tenter d'en sortir. On a signé récemment les accords, ce qu'on appelle les accords de Washington. Quel est votre avis là-dessus? Vous pensez que ces accords signés entre les États-Unis, le Congo et le Rwanda pour tenter de sortir le pays de cette situation est un canal assez sérieux pour nous permettre de faire taire les armes dans l'Est de la République? Avant d'aller à Washington, les évêques et la SENCO et l'ECC nous ont proposé un dialogue, un pacte républicain, où on devait se mettre autour d'une table pour discuter des causes profondes de la crise. Pourquoi aller à Washington? Vous déplorez qu'il y a des morts, il y a des atrocités de toutes sortes. Mais à l'époque, Kabila a évité ça, à l'époque, quand il a convoqué le dialogue de Saint-City. C'est aussi simple que ça. Vous allez à Washington pour brader les minéraux, hein, et pour faire intervenir les Rwandais. Bon, les Rwandais ne peuvent que se frotter les mains parce que les minéraux vont transiter par ce pays et les Rwandais qui aura embauché la main-d'œuvre et résolvé le chômage dans son pays. Nous, ici, on ne fait rien de tout ça. Donc, au lieu d'aller à Washington, de nous dire qu'il y a eu un accord qui sauverait le pays, moi, je dis, je ne suis pas tout à fait convaincu de ça. Je ne suis pas convaincu de cette fameux accord que ce sera appliqué
du moins, selon moi, que cet accord sera appliqué un jour. C'est des accords, il y en a qui disent que ça permet aux gens de vendre nos minerais, il y en a qui disent que Tshisekedi a vendu le pays avec ça. Vous êtes aussi de cet avis-là? C'est possible, c'est vrai. Mais là où les gens que vous citez là tirent leurs bénéfices, c'est puisqu'ils disent qu'ils peuvent venir combattre les autres à leur place, ce qui n'est pas vrai. Il faut former notre armée, que notre armée soit une armée de combattants et une armée dissuasive. Professeur, on a parlé de la guerre dans l'Est de la République avec les FCM 23, on a parlé du changement de la Constitution. Vous avez vu qu'il y a des compatriotes qui se sont réunis, ceux qu'on appelle aujourd'hui la Coalition 64, qui organisent des manifestations dans le pays. Pourquoi Sauvons le Congo n'a pas accepté de se joindre et de faire partie de la Coalition 64? Tout simplement parce que la personne qui invite est aussi une personne à problème. Il est belligérant, comme tout le monde. Donc, un belligérant ne peut pas inviter pacifiquement des acteurs de la classe politique et des acteurs sociaux du Congo pour trouver une solution. Vous parlez du président du Burundi? C'est tout simplement une manœuvre dilatoire pour gagner du temps ou temporiser certaines échéances. Vous parlez du président du Burundi, il restait quand même président de l'Union africaine. Les autres ont dit qu'ils ont répondu parce qu'ils ont respecté sa casquette de président de l'UA. C'est une naïveté. Ça n'a rien à voir. Être président de l'Union africaine et être belligérant, ça c'est... Ceux qui sont partis là-bas étaient naïfs? Non, mais je parle d'une manière générale. Croire qu'un président soi-disant de l'Union africaine qui est belligérant à l'intérieur de la guerre du Congo et aller chez lui pour trouver une solution d'une manière générale. Je ne dis pas qu'ils sont naïfs. Je ne connais. C'est pas ce qu'on leur a dit pour aller là. Nous attendons les résultats. Parce que nous attendons que les revendications soient que le régime retire les projets de constitution, les référendums, tout ça, qu'on annule tout ça. Nous attendons les résultats. Si c'est le président burundais qui va nous trouver ces résultats-là, mais ça m'étonnerait quand ils sont là avec les Jibama Pia, d'autres personnes, qu'est-ce que vous allez trouver comme résultat? Ils vont se mettre d'accord là? Je ne crois pas. Je ne suis pas informé de ce qui se passe là, mais nous, à Sauvons la RDC, nous avons dit niet, on n'y va pas, parce que c'est contraire à ce que nous défendons. Pour nous, dans la feuille de route, la première priorité, c'est mettre fin à la dictature et à la tyrannie. C'est ce que nous faisons. Nous nous préparons pour ça. Nous nous organisons pour ça. Et nous n'allons pas dire ça au président burundais. Il ne va pas nous écouter. Mais pourquoi alors, dans le cadre de donner un coup de pouce à cette lutte contre le changement de la Constitution, contre la tyrannie, pourquoi vous ne vous êtes pas joint à la création de la coalition C64? Pourquoi vous avez refusé de faire partie de la coalition C64? Nous n'avons pas refusé, on n'a pas été contactés tout simplement, mais nous avons des combattants et des militants ici à Kinshasa qui participent à tous les événements. C'est-à-dire que vous soutenez les événements organisés par la coalition C64, oui, vous comprenez, vous soutenez? Nous comprenons et nous soutenons. Madame, monsieur, on va peut-être terminer cette émission. Professeur, grand merci à vous d'être venu. Les Congolais vous regardent. On parle des changements de la Constitution, on parle des référendums, on parle de ceci, on parle de cela. On a parlé un peu plus d'une heure, on a fait un peu l'histoire et l'actualité dans cette émission. Si vous étiez demandé de lancer un mot à nos compatriotes qui nous regardent pour clôturer cette émission, ça sera quoi votre mot? Mon petit mot sera bref. J'ai dit au peuple congolais de garder espoir. Sauvons la RDC n'est pas un slogan. C'est une plateforme d'espoir. Et Sauvons la RDC a des objectifs nobles pour rendre le peuple congolais heureux et lui rendre toutes ses lettres de noblesse pour qu'on nous respecte réellement, parce qu'actuellement, on n'est plus respecté à travers le monde. Or, les reflets que nous donnons n'est pas un bon reflet vis-à-vis de l'extérieur.
Donc, je me résume, j'ai dit, gardons espoir, parce que nous, en sauvant le Congo, nous gardons le cap pour libérer réellement ce pays de la dictature et de l'oppression que vous subissez de toutes sortes au niveau de notre pays. Et pour nous, que Dieu garde notre beau et grand pays où il fera beau vivre d'ici quelques mois. Professeur Tarcisse Loseke, merci. Merci d'être venu nous voir. Merci. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir qui est notre invité. C'était donc le professeur Tarcisse Loseke qui est membre de la coalition Sauvons la RDC. Avec lui, on a fait un peu la lecture politique de l'actualité et on a également un peu fait un comeback vers le passé et son histoire. Merci à l'équipe technique qui était avec moi ici en direct du studio Kayakes pour vous présenter cette émission. Docteur, grand chapeau à toi de tous les temps et de tous les jours. Notre ami Jason était également. J'aurai le même plaisir en vous retrouvant pour le prochain numéro de cette émission. Bonsoir et grand merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine. Professeur, merci. Merci, Pierrot.